Bonjour à tous. Merci à Emmanuel pour son introduction et surtout pour son invitation. J'ai toujours plaisir à le rencontrer et à discuter avec lui de ces questions qui, en effet, sont assez peu présentes dans les laboratoires. Alors, comme il fait un temps automnal, j'ai attrapé une angine et je ne suis pas sûr que ma voix va tenir les 3 heures. C'est pourquoi je vous invite à m'interrompre autant que vous le voulez et à poser les questions les plus longues et les plus argumentées possibles. Si possible en fournissant la réponse. Il y a une erreur de transcription du titre dans le programme. Hein. C'est pas le négatif est-il le fondement du meilleur, c'est le négatif est-il le ferment du meilleur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, je vais diviser mon intervention en 2 parties. La première, ça sera une interrogation en fait assez naïve sur le lien entre science et valeur. Et puis dans un deuxième temps, je traiterai la question qui fait le titre de cet exposé, c'est-à-dire interroger l'histoire de la notion de progrès, son lien avec le bien, son lien avec le négatif, et je tenterai de définir une sorte de métrique par laquelle on pourrait tenter de mesurer la distance qui nous sépare de l'esprit des Lumières. On se réfère toujours aux Lumières, on se présente comme les héritiers des Lumières, mais ça veut dire quoi et quelle est la distance qui nous relie à cet esprit philosophique si particulier qui est l'esprit des Lumières. Alors donc je commence par interroger le lien entre science et valeur. Et pour ce faire, je vais vous citer un extrait d'une intervention, un peu comme celle-ci, dans le même cadre, enfin dans un cadre semblable, qu'Einstein a faite en 1939 à l'université de Princeton. Vous savez qu'il était là-bas en résidence. Et il avait été invité à prendre la parole dans un séminaire de théologie. Alors vous le verrez dans mon exposé, parfois je serai près de mes notes parce qu'il y a des citations que je souhaite vous livrer. Et à d'autres moments, j'improviserai davantage. Alors, je cite cet extrait de l'intervention d'Einstein. « Il est indéniable que les convictions ne peuvent trouver de confirmation plus sûre que celle qui provient de l'expérience et d'une pensée consciente claire. On doit sur ce point donner raison aux rationalistes extrêmes. Mais le point faible de cette conception est que les convictions indispensables pour agir et pour porter des jugements ne peuvent en aucun cas être obtenues par la seule voie scientifique. La méthode scientifique ne peut en effet rien nous apprendre d'autre que la bonne façon de saisir conceptuellement les faits dans leur détermination réciproque. Le désir d'atteindre à une connaissance objective fait partie des choses les plus sublimes dont l'homme soit capable. Mais, et c'est la conclusion d'Einstein, il n'existe aucun chemin qui conduise de la connaissance de ce qui est à celle de ce qui doit être. » Bon. Je crois que fin de citation, je crois que c'est cette conclusion que les philosophes appellent le principe de Hume, c'est-à-dire la connaissance de ce qui est n'indique pas la connaissance de ce qui doit être. La physique nucléaire ne nous dit pas ce que nous devons faire de la physique nucléaire. Les mathématiques ne nous disent pas s'il est bien ou pas bien d'étudier les mathématiques. Et donc, ce constat que je vais discuter invite à penser qu'il y a une séparation nette et même une quasi-étanchéité entre la science et les valeurs. Et ce que veut dire Einstein, en fait, c'est que les sciences ne traitent vraiment bien que des questions scientifiques. Et les questions scientifiques représentent une toute petite partie des questions que nous nous posons. Du coup, l'universel que les sciences mettent au jour, l'universel qui est lui-même discuté, j'y reviendrai, l'universel que les sciences mettent au jour est par essence incomplet. C'est-à-dire que cet universel n'aide guère à trancher les questions qui restent en dehors de leur champ, du champ des sciences. Par exemple, la science, en tout cas au premier ordre, ne permet pas de mieux penser l'amour, la liberté, la justice. Elle ne permet pas de mieux penser les valeurs en général, le sens qu'il convient d'accorder à nos vies, à celles des autres,
L'universel que produisent les sciences ne définit pas davantage la vie telle que nous devrions la vivre, ni ne renseigne sur le sens d'une existence humaine, ni ne prescrit ce que nous devons faire de ce que nous savons grâce à elle. De telles questions, les questions liées aux valeurs, sont certainement éclairées par la science. Elles sont même modifiées par elle. Je veux dire par là qu'un homme qui sait que l'humanité n'est apparue dans l'histoire de l'univers qu'il y a 2 millions d'années, alors que l'univers, lui, a au moins 13,8 milliards d'années, c'est-à-dire que la durée où l'homme a été présent représente 1/6900e seulement de la durée totale de l'univers, c'est que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Cet homme-là, qui a cette information qui vient de la science, ne pense pas à son rapport à l'univers de la même façon qu'un autre homme qui pense que l'humanité est apparue en même temps que l'univers il y a 6000 ans et que l'homme est apparu tel qu'il est aujourd'hui. Autrement dit, il y a quand même des résultats scientifiques, des connaissances qui nous déplacent symboliquement et peut-être même ontologiquement, ce qui change évidemment notre façon de penser certaines questions liées aux valeurs. Merci beaucoup. C'est donc, c'est pas une objection, mais c'est juste une nuance que j'apporte à ce principe de Hume que rappelle Einstein. La connaissance n'est pas toujours aussi neutre qu'on le pense à propos de la question des valeurs. Il y a un autre argument, c'est que ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle qu'on a vraiment pris conscience qu'il existe une ligne de partage entre science et valeurs, ce qui a d'ailleurs modifié notre rapport à la science. On s'est en quelque sorte dégrisé. On ne croit plus que la science pourrait investir et coloniser toutes les sortes de questionnements. Alors, certains de nos contemporains considèrent que ce dégrisement, plutôt chez certains de nos contemporains, ce dégrisement a pris la forme d'un sentiment de déception, qui était peut-être dû à un malentendu ou à un fol espoir. On avait abusivement chargé la science de tâches morales ou politiques qu'elle est en réalité impuissante à remplir. Dès lors, disent ces personnes, si la science se montre incapable de nous fournir les références dont nous avons besoin, si elle éclaire le vrai mais sans pouvoir lui conférer un sens, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous relativisions ces conquêtes et déplacions ailleurs le champ de nos espérances. Ce que je viens de vous lire là, c'est un extrait d'un courrier de lecteur qui avait été envoyé au journal Le Monde, au moment de la révolte des chercheurs il y a quelques années, qui réclamaient plus de moyens, qui réclamaient qu'on les écoute davantage, etc. Et une lectrice avait écrit cette lettre en disant, ben voilà, si votre science est incapable de nous fournir les références dont nous avons besoin, ne vous étonnez pas que nous relativisions ces conquêtes et déplacions ailleurs le camp de nos espérances. Alors évidemment, il faut entendre cet argument, mais je crois aussi qu'il faut s'en méfier, parce que c'est un argument qui peut servir à cautionner l'actuelle marginalisation des savoirs scientifiques. On se dit finalement, la science ne répond qu'aux questions scientifiques, les questions scientifiques ne m'intéressent pas, donc j'ai le droit d'ignorer la science. Et ça justifie ou encourage une forme de paresse intellectuelle qui me semble avoir des effets ravageurs. De plus, l'idée selon laquelle la science n'aurait pas de conséquences sur le plan moral n'est vraie que d'un point de vue strictement logique. Et d'ailleurs, c'est le point de vue logique que reprend Einstein dans la citation que j'ai lue tout à l'heure. On ne peut pas déduire une affirmation de type moral à partir d'assertions factuelles. Mais d'un point de vue social, et même d'un point de vue politique ou psychologique, c'est plutôt le contraire qui s'est produit dans l'histoire des idées. Par exemple, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, en Europe, puis un peu partout dans le monde, la science a joué un rôle d'acide dissolvant, qui a dissous progressivement certaines croyances enseignées par les autorités supposées naturelles, qu'il s'agisse du clergé, de la monarchie ou de l'aristocratie. C'est-à-dire que des arguments scientifiques ont défait certains de ces pouvoirs. Et en tout cas, ont ruiné leur légitimité. Et donc, la science, on est bien d'accord,
n'énonce pas ce que nous devons penser, mais à propos des choses ou des phénomènes qui relèvent de sa compétence, elle nous indique ce que nous ne pouvons plus croire, et aussi, bien sûr, comment agir sur certains phénomènes. La science dénonce des contre-vérités. Elle nous dit ce que nous ne pouvons plus croire, et c'est déjà pas mal. C'est même énorme, en fait. Surtout si on tient compte de ce qu'un philosophe que vous connaissez certainement, qui est Maurice Merleau-Ponty, appelait les découvertes philosophiques négatives en provenance de la science. Il parlait surtout de la physique, d'ailleurs. Il parlait des découvertes philosophiques négatives de la physique. Que voulait-il dire par là? Non pas que la science ou la physique avait suffi tellement de pouvoir qu'elle pouvait remplacer la philosophie, ou même répondre aux questions éthiques, mais qu'elle produit régulièrement des résultats expérimentaux, ou bien des résultats théoriques, qui viennent éclairer, modifier, jamais complètement trancher, mais viennent modifier l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Si vous prenez la question du temps, par exemple, qui pendant très longtemps a été considérée comme une question philosophique, tous les grands philosophes ont produit des systèmes à propos de l'espace et du temps, Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger et beaucoup d'autres. Mais de temps en temps, il faut bien se demander si les systèmes qui sont ainsi produits à partir de réflexions philosophiques sont cohérents, compatibles ou pas avec la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple, qui s'est quand même saisi de la question du temps d'une certaine façon, qui a prouvé son efficacité. Et donc si je compare par exemple ce que la théorie de la relativité m'invite à penser du temps à ce que Kant dit du temps, est-ce que ça se touche? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que ça se contredit? Est-ce que l'efficacité de la relativité oblige à rénover la pensée de Kant? Voilà des questions qui sont vraiment intéressantes. Et assez peu traitées, à la vérité, puisque les physiciens ne s'intéressent pas vraiment aux philosophes, et les philosophes trouvent que la physique c'est trop compliqué. Mais si on faisait ce travail correctement, je pense que l'efficacité de la physique à partir d'une mathématisation du temps inviterait à réinterroger notre façon de penser le temps dans la vie courante et peut-être même à critiquer les expressions langagières que nous utilisons pour le dire. Mais comme ce travail n'est pas fait, on a l'impression qu'on a deux champs complètement séparés. Mais au fond, ils ne le sont pas tant que ça. C'est un effet d'optique. D'ailleurs, j'étais personnellement assez choqué que cette année, le programme de l'agrégation de philosophie pour le concours interne, c'est le temps. Le temps, voilà. Et quand on lit la bibliographie qui est réclamée pour les candidats, qui va servir de référence pour l'examen des copies, il y a tous les auteurs que j'ai cités, et il n'y a pas un seul physicien. Il n'y a même pas Einstein. C'est quand même incroyable. Il n'y a même pas de livre de cosmologie. Et donc, alors l'argument qu'on m'a renvoyé, c'est si on met de la science dans les copies de philosophie, les personnes qui vont corriger les copies étant incompétentes ne pourront pas corriger les copies. Et donc on entretient, si vous voulez, cette séparation. On a bien conscience qu'elle est illégitime, mais on l'entretient pour des raisons pratiques. Alors pour le coup, je ne trouve pas que ce soit très éthique. Bon. Alors, un petit mot quand même sur les rapports entre sciences et société de ce point de vue-là, sur lesquels je reviendrai. Vous avez tous noté que pendant très longtemps, le prestige de la science a tenu au fait qu'on lui conférait le pouvoir symbolique de proposer un point de vue surplombant sur le monde. Elle était assise sur un refuge neutre, haut placé, elle était assez sûre d'elle-même, elle semblait se déployer à la fois au cœur du réel, tout près de la vérité et hors de l'humain, et aujourd'hui cette image est dépassée. Nous avons pris conscience que la science n'est pas un nuage qui léviterait calmement au-dessus de nos têtes, elle pleut littéralement sur nous, elle a mille et une retombées pratiques, qui vont de l'informatique à la bombe atomique, etc. Vous connaissez tout ça.
Vous voyez bien que dans les discours, aussi bien ceux tenus dans les médias, ou ceux tenus par les citoyens, ou ceux tenus par les scientifiques, ici, ce que la science permet de faire rassure, et là, ce qu'elle annonce angoisse. Tout se passe comme si ces discours, ces réalisations et ces avancées devaient constamment être interrogées et mises en ballottage. Alors, on peut comprendre ce phénomène qui est assez nouveau, même s'il y a toujours eu des critiques de la science, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on voit bien que la puissance de dévoilement de la science, l'impact des technosciences sur les modes de vie, par exemple, provoque des réactions de résistance qui peuvent être d'ordre culturel, qui peuvent être d'ordre social, politique, philosophique. Par exemple, ces réactions de résistance peuvent être le désir de réaffirmer son autonomie face à un processus qui semble nous échapper, ou bien l'envie de défendre des idéaux alternatifs contre la menace d'un modèle unique de compréhension ou de développement. On revendique sa façon personnelle de comprendre le monde, quoi qu'en dise la science. Ou bien encore, ça peut manifester la volonté de rendre sa pertinence au débat démocratique, quand la complexité des problèmes tend à le confisquer au profit des seuls experts. Et vous voyez que cette évolution, que moi je ne suis pas sociologue, donc je n'ai pas de données, je ne regarde pas les résultats de sondage. Je vois simplement comment évoluent mes étudiants. J'enseigne à Centrale depuis, je ne sais pas, 25 ou 30 ans, hélas. Moi je dis hélas parce que ça dit d'autres choses. Et je vois bien que le rapport de ces jeunes qui ont été formés de la même façon à la science et à la technologie dont ils sont les porteurs en tout cas, ou aux yeux du public, ils incarnent ceux qui sont ou seront responsables de l'agir. Ils sont responsables de l'agir technologique. Et je vois qu'en 30 ans, la signification du dicton populaire selon lequel on n'arrête pas le progrès s'est renversée. Dans ma génération, à l'époque, on n'arrête pas le progrès était une phrase qui était entendue comme une salutation enthousiaste, en tout cas bienveillante, à l'égard du futur, à l'égard de ce qui allait advenir. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire il serait moralement condamnable de prétendre vouloir l'arrêter. Ça ne se fait pas de vouloir l'arrêter. C'est pas bien de vouloir l'arrêter parce qu'il est bon. Aujourd'hui, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire il est impossible, physiquement, politiquement, de l'arrêter parce qu'il s'est autonomisé par rapport à nos désirs. Il s'est émancipé de notre volonté, il a une logique propre que personne n'a le pouvoir de défaire. Par exemple, l'innovation technologique, celle des téléphones, qui est la plus spectaculaire, est une innovation qui n'a en fait été vraiment désirée par personne et qui est portée par les logiques internes du marché. Évidemment, le consommateur a un rôle, mais c'est un rôle assez faible puisque c'est par l'étude des consommateurs que les innovations sont dirigées dans telle ou telle direction. Et donc, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et ça m'invite à réinterroger, à partir de cet exemple, l'ambivalence des rapports que nous entretenons aujourd'hui avec la science. Et je pense que le mot qui résume le mieux cette situation, c'est un mot qui a été prononcé par Emmanuel à propos d'autre chose, c'est le mot ambivalence. Notre rapport à la science est devenu ambivalent. C'est pas tellement qu'il y a d'un côté les gens qui sont pour et de l'autre côté les gens qui sont contre, c'est pas une guerre civile. C'est chacun d'entre nous qui est partagé en lui-même par cette ambivalence. Alors comment la voir ? Alors, je développerai plus tard, mais là je vous donne une sorte de caricature de la situation. Et je dirais que
cette ambivalence se voit de la façon suivante. D'un côté, la science en tant que démarche de connaissance d'un style très particulier, qui produit des résultats qu'aucune autre démarche de connaissance ne peut produire. Par exemple, avant que les cosmologistes et les astrophysiciens aient éclairci la question, nous ne savions pas que l'univers avait au moins 13,8 milliards d'années. Avant que les physiciens des particules mettent la main dessus, et après d'ailleurs avoir prédit son existence, nous ne savions pas que le boson de Higgs existe. Donc elle a une démarche qui produit des résultats inédits, d'un type très particulier, et personne ne défend raisonnablement l'idée que d'autres démarches auraient pu aboutir au même résultat. Il n'y a aucune autre démarche que la démarche qu'ont suivi les physiciens qui aurait pu aboutir au boson de Higgs. Et cette science, disons idéalisée, continue, me semble-t-il, d'être le socle officiel de la société, en remplacement de l'ancien socle qui était la religion. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes gouvernés par la science. D'ailleurs, si c'était le cas, ça se verrait. Mais nous sommes gouvernés au nom de quelque chose qui a à voir avec l'objectivité dont se réclame la science. Quand il y a un grand sujet, notamment économique, on rassemble autour d'une table des experts à la télévision ou ailleurs, et ces experts nous disent ce qu'il faut penser ou discutent de ce qu'il faut penser de la situation. Il y a un rôle premier qui est donné à l'expertise. Évidemment, il y a des contresens, parce que dans beaucoup d'autres endroits, c'est aux citoyens qu'on demande de s'exprimer, mais quand il y a une question vraiment technique, on fait appel aux experts. Et la meilleure façon de voir cela, de voir que la science idéalisée a remplacé la religion, c'est de regarder ce qui est écrit sur nos paquets de cigarettes. Il est écrit sur les paquets de cigarettes « Fumer tue ». Bon. Je passe sur la schizophrénie de ce message qui fait qu'on vend aux gens un truc dont on leur dit qu'il va les tuer. C'est quand même un acte psychiquement problématique, à la fois pour le consommateur et pour le vendeur. Je passe là-dessus et je note simplement que si informer des ravages sur la santé publique du tabac, on avait informé un ministre de la Santé au XVIIe siècle de ces ravages, et s'il avait décidé de prendre des mesures pour limiter les dégâts du tabagisme, ce ministre n'aurait pas demandé qu'on écrive « fumez-tu » sur les paquets de cigarettes, qui d'ailleurs n'existaient pas. Il aurait proposé qu'on écrive « fumer est un péché mortel », ce qui n'est pas la même chose que « fumez-tu », ou bien « fumer compromet le salut de votre âme », ou bien « fumer déplaît à Dieu », par exemple. Autrement dit, le fait que nous écrivions aujourd'hui « fumes-tu » montre qu'un discours scientifique qui porte sur la santé du corps a remplacé un discours théologique qui portait sur le salut de l'âme. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que la science est le socle officiel de la société. Et d'ailleurs, pour illustrer ce fait, il n'y a qu'à voir comment nous jugeons d'autres pays qui sont en retard, entre guillemets, technologiquement par rapport à nous, ou scientifiquement. Nous estimons que ces pays sont en retard par rapport à je ne sais quel sens de l'histoire. Ils sont en retard par rapport à nous, et s'ils prennent le bon rythme et vont dans la bonne direction, il va de soi qu'ils nous rattraperont. C'est ça un peu l'idée, comme si l'accomplissement dans le domaine de la technologie, et puis le moindre poids qu'on va donner aux prêtres et aux idéologues, était l'indice qu'on est en marche vers le progrès. Donc ça, c'est le premier côté de l'affaire. Mais puisque je parle d'ambivalence, c'est qu'il y a un deuxième côté, un second côté, qui contredit le premier. Et ce second côté, c'est que la science, cette fois dans sa réalité pratique, je ne parle plus de la science idéalisée, la science dans sa réalité pratique est contestée comme jamais, elle est marginalisée, et on lui fait toutes sortes de critiques, politiques, écologiques, économiques, environnementales, etc., qui viennent la
fragilisé. Il y a même des critiques éthiques, je pense qu'on en reparlera. Alors je vous donne 4 illustrations de ce fait. Premier fait, dans tous les pays développés, c'est une enquête de l'OCDE qui l'a montré, il y a ce qu'on appelle une désaffection des étudiants pour les études scientifiques. J'aime pas le mot désaffection parce que il y a le mot affect dedans, je ne suis pas sûr que ce soit une histoire d'affect, je ne suis pas sûr que les étudiants aiment moins la science aujourd'hui qu'autrefois, mais en tout cas, ils suivent moins qu'avant, en proportion relative, les études scientifiques et d'une façon générale, les études académiques. Alors on peut s'interroger sur les raisons de cette évolution. Ce qui est intéressant dans le rapport de l'OCDE, qui est le résultat d'une enquête de 10 ans, donc une enquête très poussée dans 32 pays différents, c'est que la baisse du nombre d'inscrits dans ces filières est la même dans tous les pays. C'est-à-dire la pente de cette courbe est la même partout, c'est-à-dire que ce n'est pas un effet lié au statut du chercheur dans tel ou tel contexte, au salaire qu'on leur livre, etc. C'est un phénomène général qui ressemble presque à un phénomène de civilisation. Comme si l'Occident était fatigué de faire de la science. Je lisais dans le TGV l'autre jour, passez-moi l'anecdote, mais je trouve qu'elle est éclairante, une revue qui s'appelle TGV Magazine, dont le rythme de publication est insuffisant pour les gens qui, comme moi, prennent beaucoup le TGV, puisque du coup, on lit plusieurs fois les mêmes articles. Et il y avait une interview de Jean Rochefort, le comédien, auquel on demandait ce qu'il pensait du fait qu'aujourd'hui, les jeunes s'inscrivent, tentent de s'inscrire, puisque justement, il y a saturation, massivement dans les cours de théâtre, de chant, de comédie, etc. On refuse du monde. Et on lui demande ce qu'il en pense. Et il fait une réponse très brève qui est la suivante. Je la cite de mémoire. Il dit voilà, aujourd'hui, si dans une famille bourgeoise, un garçon vient trouver son père pour lui dire « Papa, je voudrais faire centrale », son père tape du poing sur la table et lui dit « Non, mon fils, tu feras le cours Florent ». Voilà. Voilà. Donc là, il y a un retournement, si vous voulez. Il semble plus prestigieux, c'est en tout cas le sens de l'anecdote, de devenir comédien que de devenir physicien dans l'esprit des jeunes aujourd'hui. Bon. Je ne sais pas ce que ça vaut, c'est juste un indice que, je pense, il y a 30 ans, cette anecdote n'aurait pas pu être dite. Un autre phénomène qui argumente dans le sens de cette critique ou marginalisation de la science dont je parlais, c'est que la science est aujourd'hui la victime, je prends ce mot, d'une méconnaissance effective. C'est-à-dire, nous ne savons pas ce que dit la science. La proportion de gens en 2013 qui connaissent les principes de la relativité décroît. D'autre part, la relativité, lorsqu'elle est dite, est transformée en une vulgate qui dit le contraire de ce qu'elle dit. Par exemple, je ne veux pas trop partir dans cette direction parce que ce n'est pas le sujet, c'est juste pour vous montrer que l'éthique se joue là aussi. Tous mes collègues physiciens ou ingénieurs pensent que les questions éthiques se posent au moment où nous discutons des applications de la science. Faut-il faire des centrales nucléaires? Faut-il faire des bombes atomiques? Faut-il s'engager dans les nanosciences? Faut-il mettre des objets inertes dans le corps humain, dans le cerveau? Quels sont les organes auxquels on a le droit de toucher? Quels sont ceux auxquels on ne peut pas toucher? Je pense que vous avez discuté de tout ça. Donc c'est toujours dans les potentialités techniques que nous donne la science que viendrait s'insérer le questionnement éthique. Je proteste vivement contre ça. Je pense que l'éthique commence dans notre façon de dire ce que nous savons. Et si nous disons mal ce que nous savons sera mal pensé. Et si ce que nous savons est mal pensé, cela crée des malentendus qui posent des questions éthiques. Autrement dit, l'éthique, elle commence, à mon avis, dans les discours. Si un scientifique, plutôt que d'expliquer ce qu'il va faire, concrètement, commence par faire des promesses,
par dire qu'avec le LHC, le collision de protons du CERN, on va comprendre l'origine de l'univers. Comprendre l'origine de l'univers, c'est quand même un vaste programme, dont rien ne garantit qu'il sera possible de l'accomplir. Voilà, on dit on va comprendre l'origine de l'univers. Il est quand même dans une forme d'imposture. Quand les gens qui promeuvent les nanosciences, certains d'entre eux, pas tous heureusement, disent avec ça on va résoudre le problème de la faim dans le monde, on va garantir la paix perpétuelle, on va estomper la barrière entre les langues, on va résoudre tous les problèmes liés à la matérialité du corps, on va comprendre la conscience, et on va produire une révolution dans notre civilisation, il faut assumer. Bon. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le hype de hyper, c'est-à-dire un discours qui met la science dans un projet métaphysique. C'est-à-dire, au lieu de dire ce qu'on va faire, on enchâsse ce qu'on va faire dans un discours métaphysique. Ce qu'on fait au CERN, où je travaille parfois, c'est des choses qui sont très intéressantes à connaître, mais qui, il est vrai, sont compliquées à expliquer. Mais si on ne peut pas les expliquer, c'est pas tellement parce qu'elles sont très compliquées, c'est parce qu'on n'a jamais le temps de les expliquer. La découverte de boson X, qui remonte au 4 juillet dernier, a été commentée dans les médias par des phrases ou des discours de 2 minutes maximum. Et du coup, en 2 minutes, on ne dit rien d'intéressant. Et comme c'est une découverte vraiment fondamentale, qui correspond à une découverte philosophique négative de première importance, si pour nous, la connaissance avait une valeur, si le fait de savoir quelque chose avait une valeur, on aurait dû passer 15 jours à expliquer à tout le monde le boson de Higgs. Mais comme vous l'avez noté sans doute aussi bien que moi, dès le 5 juillet, le lendemain de l'annonce, l'affaire Strauss-Kahn a repris tous ses droits. Donc, et récemment, on a eu les résultats du satellite Planck qui sont absolument incroyables, et on n'a pas pu en dire un mot parce qu'il y a eu l'affaire Cahuzac. Donc il faudrait qu'un jour les politiques cessent de faire des affaires pour qu'on puisse faire quelque chose d'éthique qui est d'expliquer ce que nous savons d'une façon honnête. Et quand je disais que c'était une question éthique, c'est regarder par exemple ce qui est arrivé à la théorie de la relativité. Dans les livres de terminale de philosophie aujourd'hui, il y a un petit chapeau sur la relativité, un petit paragraphe. Il y en a un peu plus long dans le grand polycopier qui est censé préparer les candidats à l'ENA à l'oral, au grand oral, dans lequel ils peuvent être a priori interrogés sur n'importe quel sujet. Donc pourquoi pas sur la relativité. Il y a un petit truc qui dit ceci. En théorie de la relativité, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Phrase que sans doute vous avez entendue dans d'autres contextes. Voilà, je suis lycéen, j'ai 18 ans, 17 ans, je lis cette phrase. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Bon, déjà, vitesse d'écoulement du temps, c'est quoi ce truc ? Vous êtes en terminale, vous savez qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc la vitesse d'écoulement du temps, ça veut dire que le temps varie par rapport au temps. Le temps se déplace par rapport à lui-même. En fait, ça ne veut rien dire. Le concept de vitesse d'écoulement du temps ne veut rien dire. Ou alors, si vous voulez lui donner un sens, vous direz que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures, et vous serez bien avancé. Donc déjà, dans la phrase, il y a un truc qui n'a aucun sens. On admet que ça a un sens qu'on ne connaît pas, il y a des gens très forts qui ont compris ce que ça veut dire, la vitesse du temps, mais bon. Mais on essaie de comprendre la phrase. Donc, je suis par exemple dans cet amphithéâtre, qui est mon référentiel, celui par rapport auquel je suis au repos, et dans ce référentiel, je lis un livre. Et à ma montre, je vois que pour le lire, il m'a fallu 2 heures. Après, on m'invite à monter dans une fusée qui va m'emporter loin d'ici à la moitié de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 150 000 km par seconde.
j'ai peur de m'ennuyer, donc j'emporte des livres. Et puis ma montre. Et dans la fusée, je vais lire un livre de même taille que celui que j'ai lu ici, et je vais chronométrer avec ma montre que j'ai emportée le temps qu'il m'a fallu pour le lire. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je comprends donc que dans ma fusée, il me faudra soit plus de temps, soit moins de temps pour lire un livre, puisque cette durée dépend de ma vitesse dans l'espace. Je me déplace dans l'espace. Bon, faites l'expérience. Et vous verrez que dans la fusée, il vous faudra 2 heures. Autrement dit, ce que dit la théorie de la relativité d'Einstein, qui est conforme à celle de Galilée sur ce point, c'est que le mouvement est comme rien. C'est une phrase de Galilée. Le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement, à condition que le mouvement soit rectiligne, uniforme. Vous avez remarqué d'ailleurs que c'est ce principe de relativité qui permet les voyages. Si les lois physiques dans un TGV en circulation n'étaient pas les mêmes que la cafétéria de la gare, vous ne pourriez pas boire un café au bar du TGV. Les lois physiques sont les mêmes dans un train qu'à la gare. C'est pourquoi on peut voyager. Et donc vous voyez que cette phrase contredit la relativité. Et c'est par elle qu'on résume la relativité. On en fait un relativisme. La différence, il y en a quand même une entre la relativité d'Einstein et celle de Galilée, c'est que quand je reviendrai de mon voyage en fusée, qui aura à ma montre duré, je ne sais pas moi, 3 jours, vous, qui êtes restés ici, vous serez tous morts. Ça ne voudra pas dire que j'ai vécu plus longtemps que vous. Moi, j'espère vivre 100 ans, et vous, vous aurez vécu 100 ans. Simplement, mon temps propre, celui qu'indique ma montre, ce sera désynchronisé du vôtre. Autrement dit, ce que dit la relativité, c'est non pas qu'il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de la vitesse de l'observateur, un temps qui serait élastique. Ce qu'elle dit, c'est que tous les observateurs ont des temps propres. Ce qui est universel, c'est le fait d'avoir un temps propre, et ces temps propres se désynchronisent dès lors qu'un observateur se déplace par rapport à un autre observateur, ce qui n'est pas du tout le même message. Et donc vous voyez comment cette vulgate, par laquelle on résume la relativité, et je passe sur l'autre vulgate qui est bien pire, qui est la relativité dit que tout est relatif, absurde, puisqu'au contraire, la théorie de la relativité nous dit ce qui ne change pas quand on change de référentiel, donc c'est une théorie de l'absolu. Et d'ailleurs, si tout était relatif, il serait relatif que tout est relatif, donc on ne pourrait pas le dire. Donc vous voyez, je pense que l'éthique, ça commence là. C'est-à-dire, comment vous dites la relativité à des gens qui ne connaissent pas les équations de la physique? Parce que le langage naturel de la physique, ce sont les équations, donc on ne peut pas demander à tout le monde d'apprendre les équations, on ne peut pas quand même se faire une idée scolaire de la démocratie. Et donc il faut pouvoir dire ces choses avec un langage. Un langage que tout le monde comprenne. Mais ce langage doit être respectueux de sa source. Je pourrais vous donner d'autres exemples venant de la physique quantique, etc., et vous montrer que toutes les vulgates par lesquelles on résume les grandes découvertes de la physique contredisent ces découvertes. C'est quand même grave. La relativité est devenue une caution scientifique du relativisme. La physique quantique est devenue une caution scientifique des limites de notre pouvoir de connaître, à cause d'une mauvaise présentation du principe d'incertitude de Heisenberg, etc., etc. Donc je veux pas trop en dire là-dessus, mais ça me semble un problème, cette méconnaissance dont je parle, cette méconnaissance effective de la science, le fait que, par exemple, ça a été mesuré par une étude récente du ministère de la Recherche, le nombre de Français qui pensent que la radioactivité est toujours artificielle augmente. Bon. Bizarre, alors qu'on fait de la pédagogie, il y a des sites web, des livres, jamais les chercheurs n'ont fait autant d'efforts pour vulgariser, pour expliquer, mais voilà. C'est comme si les croyances l'emportaient sur les connaissances. Bon. Enfin, il y a des critiques, disons, philosophiques,
La plus importante, me semble-t-il, étant ce qu'on appelle le relativisme, justement. C'est-à-dire le fait de dire que la science est une construction sociale et qu'elle n'a pas un rapport à la vérité qui soit plus fort que celui des autres images de connaissance. Alors, évidemment, il y a toute forme de relativisme. Il y en a un qui est faible, un qui est fort. Mais disons, le relativisme faible me paraît incontestable. C'est-à-dire que, par exemple, la naissance des idées scientifiques doit beaucoup de choses au contexte de leur apparition. Par exemple, quand Einstein est à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne en 1905, il se trouve qu'on lui donne, parce qu'il est un expert en électromagnétisme, on lui donne les brevets déposés par les ingénieurs qui essaient de synchroniser les horloges à distance par le moyen de l'électromagnétisme. Et Einstein voit ça et il comprend qu'il y a un problème avec l'interprétation de l'électromagnétisme qu'il va résoudre par la formulation de la théorie de la relativité restreinte. Et donc, si vous mettez Einstein ailleurs, ou à un autre moment, peut-être que la genèse de la relativité en serait changée. Donc ce contexte a joué. Mais certains sociologues des sciences disent que la relativité n'a jamais pu s'émanciper de ce contexte. Elle n'a jamais pu couper son cordon ombilical. Et ça, je pense que c'est profondément faux. C'est-à-dire que par la suite, la relativité a fait son chemin, elle a été testée de 1000 manières différentes, et aujourd'hui, elle est la théorie cadre de l'espace-temps pour décrire toutes les interactions. Et d'ailleurs, on la formule aujourd'hui différemment de ce que Einstein avait proposé en 1905. Et donc, je pense que cette théorie a une validité. Je ne dis pas qu'elle est vraie, mais elle a une validité qui s'est émancipée du contexte de son apparition. Et le fait de toujours la raccrocher à son origine me semble être une démarche abusive. D'autre part, si vous dites que toutes les découvertes scientifiques sont des constructions sociales qui ont été amenées parce qu'il était de l'intérêt de la communauté qui les apportait de les faire advenir, alors vous ne pouvez expliquer le fait que des appareils technologiques très sophistiqués fonctionnent que par l'invocation du miracle. Par exemple, vous constatez que les lasers fonctionnent. Bon. Alors vous allez dire, si vous êtes tenant de cette position, que les lasers fonctionnent parce que, par une multitude d'essais et d'erreurs, en bricolant, des gens ont fini par trouver le moyen de fabriquer de la lumière cohérente parce qu'ils voulaient fabriquer de la lumière cohérente. Et puis à la fin, miraculeusement, ça marche. Je pense qu'il est plus économique de considérer que si on a fait des lasers, c'est parce qu'Einstein, Planck et quelques autres ont compris 2-3 bricoles sur les interactions entre la lumière et la matière, et que ces 2-3 bricoles ont permis à des ingénieurs de concevoir des objets capables de produire de la lumière cohérente. Autrement dit, je ne suis pas en train d'affirmer que la physique décrit le réel, mais elle touche quelque chose du réel. Elle entre en contact avec lui d'une certaine façon, et c'est ce contact-là qui permet ensuite d'agir sur le réel en produisant des objets qui tiennent compte du fait que ce contact a eu lieu. Et donc, ce relativisme, qui a beaucoup de formes, mais la forme la plus radicale, la forme, disons, absolue du relativisme, me paraît très dangereuse parce qu'elle consiste à dire que la sociologie des sciences est mieux placée pour dire la vérité de la science que la science n'est placée pour dire la vérité de la nature. Donc, poussé à la limite, ça donne un raisonnement absurde qui serait la vérité n'existe pas, sauf quand elle sort de la bouche d'un sociologue des sciences qui dit qu'elle n'existe pas. Et je trouve que ce relativisme-là, quand il est trop fort, est une légitimation parfaite de la paresse intellectuelle. C'est-à-dire que vous pouvez juger de ce qu'il en est de la nature à partir de votre seule subjectivité, parfois même à partir de votre seul narcissisme,
et ça vous dédouane de l'obligation d'avoir à apprendre deux ou trois choses sur la mécanique quantique, la physique des particules ou le boson de Higgs. Autrement dit, cette méconnaissance effective dans laquelle la science est aujourd'hui dans nos sociétés est peut-être le signe de la montée en puissance d'une forme d'individualisme ou de narcissisme. L'autre jour, je faisais un cours à Centrale, c'est une anecdote mais je la trouve marrante, je faisais un cours à Centrale sur la relativité justement. Et je faisais le même calcul d'Einstein au tableau, un calcul de 1905, dans lequel il montre que la durée d'un phénomène dépend de la vitesse de l'observateur par rapport à ce phénomène. Ce qu'on appelle la dilatation des durées. À la fin de la démonstration, un élève demande la parole et me dit, dit à tout le monde, monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Bon. J'étais content, j'avais un élève qui avait un esprit critique, etc. Et je lui demande d'argumenter. Je m'attendais à ce qu'il me parle de points carrés, qui restitue les terres luminifères, enfin, qu'il argumente, quoi. Qu'il argumente à partir d'arguments qui viennent de la physique. Et le gars nous dit, monsieur, je ne crois pas à la dilatation des durées parce que je ne la sens pas. Autrement dit, ce jeune homme, qui est rentré à Centrale, pensait que son ressenti, sa subjectivité, avait un pouvoir suffisamment grand pour être capable de discréditer ce qu'un siècle d'objectivation avait permis d'étayer. Et vous voyez, c'est ça, là. Si ce que je pense du temps et de l'espace relève seulement de mes propres considérations, pire, de mes seules sensations, pourquoi j'irais me fatiguer à apprendre la théorie de la relativité? Il fait beau dehors, j'ai mieux à faire. Et vous voyez que ça crée un climat où la science est plus difficilement transmissible par le fait qu'elle est perçue comme un mode de connaissance comme les autres. D'où le risque que nous choisissions comme vecteur de nos connaissances celui qui nous mène aux connaissances qui nous font le plus plaisir. On dit qu'on aime la vérité, mais en fait on déclare vrai les idées qu'on aime. Et vous avez bien vu au moment de la controverse sur le changement climatique, nous avons vu se développer toutes sortes d'arguments par lesquels nous étions invités à ne pas croire ce que nous savions. C'est-à-dire à instiller une forme de doute qui nous permet de ne pas croire ce que les scientifiques ont démontré. On vous donne carte blanche, vous croyez ce que vous voulez. Il y a des doutes. La science, c'est le doute. Ah oui, oui, en effet, le matin, je me demande s'il ne pourrait pas être vrai, en définitive, que la Terre est plate. J'ai le droit de douter, la Terre est plate, oui. On a démontré qu'elle était ronde, mais bon, c'était l'effet d'un groupe, peut-être même d'un complot, qui nous a fait croire que c'était ainsi, mais en réalité, j'ai le droit de penser qu'elle est plate. Bon, je prends des exemples caricaturaux, mais regardez, enfin c'est trop tard parce que c'était le magazine de la semaine dernière, mais la semaine dernière sur les kiosques, à Paris, dans toute la France, il y avait un magazine hebdomadaire lié à un grand quotidien que je ne citerai pas, et sur la couverture, il était écrit « Climat, : le réchauffement, c'est pour quand ?» Climat, : le réchauffement, c'est pour quand? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, il y a eu un mois de mai météorologiquement pourri, des températures plus basses que d'habitude, très peu d'ensoleillement, et donc, il fait de plus en plus froid. Donc, les climatologues qui nous disent que le climat change, et qu'il va peut-être se réchauffer, nous mentent. Donc, le message subliminal, c'est que les scientifiques nous trompent. Et c'est donc un message climato-sceptique. Mais vous voyez que l'argument qui est utilisé, il est populiste. C'est-à-dire qu'on présente là ce que j'appelle moi du populisme scientifique. C'est-à-dire qu'on utilise le bon sens pour critiquer la science.
Alors même que, si vous prenez l'exemple de la physique, qui démarre réellement avec Galilée, Galilée comprend que la physique contredit le bon sens. Et qu'elle énonce des lois qui disent le contraire de ce qu'on observe. Par exemple, on voit que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, et Galilée nous dit non, tous les corps tombent de la même façon. Donc la loi de la chute des corps de Galilée contredit l'observation. Après, il faut interpréter l'observation pour comprendre pourquoi, avec cette loi-là, il y a quand même des corps qui tombent plus vite que d'autres. Mais certains d'entre vous sont sans doute père ou mère de famille. Imaginez que votre enfant rentre du lycée un jour avec, à son devoir de mathématiques, une note de 2 sur 20. Il a 2 sur 20 ce jour-là, alors que d'habitude il a plutôt 14-15. Si vous raisonnez comme vous invite à le faire ce magazine, votre conclusion en apprenant ce résultat sera: le niveau général du lycée de mon fils s'est effondré. Alors que la bonne réaction, c'est: mon fils a pris une tôle en mathématiques. Peut-être que d'autres ont pris une tôle, mais il faudra le vérifier. Vous n'avez pas le droit, à partir d'un événement local, de conclure ou d'inférer une généralité. La météo en France n'indique rien de l'évolution des températures en Laponie, au pôle Nord ou ailleurs. Je vous rappelle qu'au mois de mai 2013, il a fait 24 degrés en Laponie. 24 degrés en Laponie. Bon. Vous voyez, ça c'est du populisme. Et je pense que, et j'insiste lourdement, peut-être que je suis hors sujet, mais je pense que l'éthique, elle est aussi là. Et je m'étonne qu'il y ait une telle tolérance de nos sociétés à l'égard de ce que j'appelle moi des dérapages éthiques. On ne devrait pas avoir le droit d'écrire ces choses. Bon. Je ferme cette parenthèse et j'en viens maintenant à les critiques politiques à l'égard de la science, vous les connaissez. La science serait responsable de toutes sortes de ravages économiques, environnementaux, la pollution, etc. Mais si vous voulez, ça crée l'ambivalence dont je parle, ce qui fait que aujourd'hui, toutes les évolutions ou les innovations sont jugées à l'aune de toutes sortes de valeurs qui ne sont pas compatibles entre elles. Vous prenez par exemple l'exemple d'un savon. Produire un savon aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Avant, on demandait au savon d'avoir le pouvoir de laver les corps humains et d'être pas trop cher. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il faut qu'il lave un peu, il faut qu'il exhale une odeur magnifique, il faut qu'il rajeunisse les cellules, il faut qu'il soit compatible avec le développement durable, etc., etc. Mais rien n'indique que les différentes exigences qu'on lui fait porter, ou qu'on lui demande de satisfaire, soient compatibles entre elles. Vous voyez, déjà pour le savon, il y a un problème. Alors pour une centrale nucléaire, vous imaginez. Et je parlerai tout à l'heure du débat sur les pesticides, auquel j'ai pu assister, et qui est intéressant. Alors pour finir quand même avec cette histoire de la vérité, je vous invite à lire un ouvrage qui est paru chez Gallimard, qui est la traduction d'un livre anglais écrit par un philosophe qui s'appelle Bernard Williams, qui s'appelle Véracité et vérité, dans lequel il montre que nos sociétés sont parcourues par 2 courants de pensée qui normalement devraient s'annuler l'un l'autre, ou en tout cas s'affaiblir mutuellement, mais qui en pratique se confortent, s'alimentent l'un l'autre. Alors le premier courant de pensée, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nos sociétés ne veulent pas être dupes. Et ce désir de véracité est parfaitement légitime en démocratie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand un discours officiel est tenu, on va être sûr que derrière lui, il n'y a pas des arguments qui nous sont cachés, qui portent cette collectivité qui parle à dire ce qu'elle dit. Et donc on ne veut pas être trompé, et donc on est soupçonneux, et quand trop de personnes se mettent à dire la même chose, on se demande si elles n'ont pas intérêt à dire cette chose-là. Alors parfois ça donne la théorie du complot, hein.
C'est-à-dire, il y a consensus, donc il y a complot. J'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps et j'ai vu un site web intéressant où des gens expliquent, je crois qu'ils viennent des milieux créationnistes, mais je n'ai pas pu en avoir la preuve. Là, des gens expliquent que la théorie de la relativité s'est imposée par un complot franco-allemand. Il y a eu un complot. Bon. Un complot qui a fait croire que la théorie de la relativité était bonne. Et alors, ce site web propose 30 arguments démontrant que la théorie de la relativité était fausse. 30, c'est beaucoup, hein. Un suffit. Un bon argument suffit. Là, il y en a 30, que je n'ai pas tous retenus, mais je pourrais vous donner l'adresse du site web. Mais ce qui m'a amusé, c'est que le quatrième argument est le suivant. Quatrième, je pense, en importance, c'est il a été scientifiquement démontré, ce qui est une phrase curieuse quand on vient attaquer la théorie de la relativité, il a été scientifiquement démontré que les personnes qui étudient la théorie de la relativité lisent moins la Bible que les autres. Vous voyez comment la confusion des valeurs, la concurrence des valeurs vient entremêler toutes sortes d'arguments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je reviens à Williams, il dit que le deuxième courant de pensée, c'est le déni de la vérité. Alors normalement le désir de véracité devrait alimenter et même être dirigé par le désir de vérité. On est soupçonneux parce qu'à la fin, on veut connaître la vérité. Mais ce que démontre Williams, à partir d'études de cas intéressantes, c'est que le désir de véracité enclenche dans la société un processus critique généralisé qui vient défaire l'assurance qu'il y aurait des vérités assurées. Et donc, c'est l'idée même de vérité qui est perdue dans l'affaire. Quand on a une vérité, on pense qu'elle est culturelle seulement, qu'elle est contextuelle, qu'elle est relative. D'ailleurs, la vérité a comme anagramme relative. C'est rigolo. Oui. Et vous voyez bien qu'on est un peu dans ce climat-là. Les scientifiques ne parlent plus de vérité, ils ont raison, puisque... mais quand même, il y a une efficacité opératoire qui est celle dont j'ai parlé, qui me semble devoir être interrogée pour elle-même. Le fait que le boson de Higgs, on a détecté après 48 ans de recherche, il a exactement les propriétés qu'on avait calculées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est une particule qui correspond à ce qu'on appelle un champ scalaire. On n'avait jamais vu de particules décrites par des champs scalaires, donc c'est un nouvel objet physique. Et il a exactement les propriétés qu'on a calculées. Rien n'a été changé dans les équations. Ça veut dire que dans les équations, il y a un pouvoir explicatif tellement puissant qu'elles peuvent même jouer le rôle de treuil ontologique. Les équations ont permis de prédire l'existence d'un nouvel objet physique. Alors, vous pourriez dire, c'est un coup de bol. Mais si c'est un coup de bol, il va falloir argumenter. Pardon ? Une question ? Bon, je sais pas, je vois rien. Quand j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Et quand je vois rien, je suis sourd. Non. Oui, peut-être une petite question sur ce sujet. Vous avez dit nouvel objet physique. L'objet n'est pas nouveau, c'est l'objet physique au sens de la discipline scientifique. Non, non. Il existait déjà avant. Ah oui, bien sûr. D'accord. Non, on l'a pas fait apparaître. On l'a pas fait apparaître, mais on a montré qu'il était là. D'accord. Et d'autre part, quand vous dites que le boson de Higgs a exactement les propriétés qu'on avait calculées, il me semble, mais je peux me tromper, qu'en fait il y avait plusieurs modes de calcul, et puis voilà, donc il y avait peut-être celles qu'on avait calculées pas longtemps avant, mais je pense qu'il y a 10 ans qu'on faisait des calculs. Non. Disons, la théorie ne donnait pas la masse, donc la masse elle a été mesurée, elle n'a pas été déduite des équations. Par contre, quand on a fait l'annonce, on ne savait pas le spin de la particule, on ne savait pas si c'est 0 ou 2. Donc on a dit, c'est une particule qui ressemble, mais on n'a pas dit c'est lui. Et puis après 6 mois d'analyse, au mois de mars, il y a la grande conférence de Morion, et là, il a été officiellement proclamé que les mesures permettaient de dire que le spin c'était 0, etc. Donc c'était un long travail. Alors, j'en viens maintenant à l'éthique et à la question de la responsabilité.
Il y a un philosophe que sans doute vous aimez autant que je l'aime, qui est Wittgenstein, même s'il est parfois obscur, mais il a l'art de poser les bonnes questions, en tout cas de dénoncer les mauvaises réponses, et il explique que si l'on prenait le mot éthique tout à fait au sérieux, c'est-à-dire si on cherchait à faire ce que l'éthique véritable impose et implique, cela nous conduirait à des bouleversements dans nos jugements et nos comportements qui seraient si radicaux et si révolutionnaires qu'ils bouleverseraient violemment nos modes de vie jusqu'à les rendre méconnaissables. Autrement dit, ce que dit Wittgenstein, c'est que si nous pratiquions l'éthique, ce serait un bouleversement radical de toutes nos actions. Et quand on parle d'éthique, c'est jamais de cela que nous parlons. Autrement dit, notre rhétorique éthique, celle qui excite ce que Didier Sicard appelait notre gourmandise éthique, n'est jamais qu'une éthique de deuxième ordre, qui est bien moins exigeante que ne serait une éthique du premier ordre. Par exemple, je crois savoir que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine médical. Vous êtes bien d'accord que les cellules souches, ça pose des tas de questions éthiques compliquées. Mais ce qu'implique l'éthique de façon la plus déterminante et la plus obligeante, c'est l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est la première règle éthique qu'on doit s'imposer dans le domaine médical. Bon, bizarrement, on en parle moins que des cellules souches. Donc c'est ça un peu que veut dire Wittgenstein. Et pour continuer dans cette question de la responsabilité, je voudrais vous lire un petit extrait, ou les premières lignes en fait, d'une conférence que Bachelard a donnée à Genève le 3 septembre 1952, donc 7 ans après les bombes atomiques, et dans laquelle il ne parle pas des bombes atomiques. C'est assez étonnant. Sur la responsabilité des scientifiques. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'ensemble, après, si vous en êtes d'accord, on discute de la bonne réponse à apporter à la question qu'il pose. Je cite Bachelard. La vocation scientifique, alors le titre de la conférence c'est La vocation scientifique et l'âme humaine. Il écrit: Depuis le début de notre siècle, il est fort commun de rencontrer des philosophes qui semblent avoir pris pour tâche de donner mauvaise conscience à la science. D'une manière inlassable, on répète l'anecdote du sorcier qui met en branle des forces cachées, sans plus jamais avoir le pouvoir de les remettre au repos quand les forces déchaînées deviennent pernicieuses. L'apprenti sorcier. Mais est-ce vraiment la science qui est responsable de l'accentuation du drame humain? C'est la question qu'il pose. Est-ce la science qui est responsable de l'accentuation du drame humain? Jadis, les progrès de la science étaient toujours des arguments pour la confiance en l'humanité de l'homme. À partir de quel niveau de puissance devrait-on changer de philosophie? Y aurait-il un point de l'histoire où commence une perversion des valeurs humaines? Alors voilà la réponse que donne Bachelard à ces questions. Tant qu'on n'aura pas reconnu au fond de l'âme humaine une volonté de connaissance, un devoir de connaissance, on sera toujours enclin à absorber cette volonté de connaissance dans une nietzschéenne volonté de puissance. Et on dira, les gens veulent connaître parce qu'ils veulent du pouvoir. La connaissance est le vecteur du pouvoir. On chargera alors la science de toutes les fautes qui ont leurs racines, non pas dans la volonté de savoir, qui est une volonté, et non pas dans la volonté de savoir, excusez-moi, mais dans la volonté de mal, volonté toujours prête à saisir toutes les armes. Les sociologues nous ont signalé des coutumes juridiques où le couteau portait la responsabilité du crime. N'est-ce pas par un jugement similaire qu'on prétend donner une responsabilité à la science touchant l'énorme cruauté des âmes humaines? Non, répond Bachelard, l'opprobre ne revient pas à la science. L'examen de conscience de l'humanité ne doit pas incriminer les moyens. Cet examen de conscience doit viser directement la volonté de puissance. C'est faire dévier le problème que de rendre la science responsable des perversions des valeurs humaines. Autrement dit, s'il y a du mal, c'est pas parce que la science nous donne le pouvoir de faire du mal,
c'est parce que l'âme humaine est habitée par cette soif de pouvoir et peut-être même par cette soif de faire le mal. Et donc la question qu'on pourrait discuter, c'est est-ce qu'on a toujours le droit de considérer, comme le fait Bachelard, un peu plus loin dans ce texte, que la science demeure un humanisme. L'accroissement de notre puissance, dû pour l'essentiel à la science et à la technologie, augmente-t-il ou non la gravité de notre destin? Alors, en fait, il y a deux façons de répondre à la question. Il y a la façon de Bachelard qui dit via le marteau c'est un objet technologique, il permet de planter des clous, ce qui est bien, il permet d'assommer le voisin. Bon, et c'est finalement celui qui a le marteau qui décide de l'usage qu'il fera de cet objet. L'objet est neutre, son usage ne l'est pas. C'est un argument qui est souvent repris, évidemment, mais vous voyez que quand vous vous intéressez à des objets un peu plus orientés que le marteau, comme la chaise électrique, la réponse est plus délicate. Avec une chaise électrique, vous pouvez faire cuire des œufs à la coque. Mais en fait, c'est pas trop à ça que ça sert. C'est-à-dire que dans l'objet même s'inscrit une finalité qui est d'électrocuter des gens. Donc ça, c'est la première réserve qu'on peut adresser à Bachelard. Il est vrai aussi que ce n'est pas la physique nucléaire qui commande de faire des bombes atomiques. Il dit simplement comment on peut faire pour le faire. Mais il est vrai que dès lors qu'on a le moyen de le faire, la tentation de le faire dans certaines circonstances devient irrépressible. C'est la thèse que défend Jean-Pierre Dupuy lorsqu'il dit que finalement la technologie qui nous conduit à faire tout ce que nous pouvons faire de certaine façon, c'est l'accomplissement de ce qu'il appelle la métaphysique occidentale. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement qui nous porte à faire tout ce que nous avons les pouvoirs de faire. Et c'est sans doute la prise de conscience de ce mouvement qui fait qu'aujourd'hui sont réclamées toutes sortes de moratoires à propos des sciences et des technologies. Alors, je sais pas, là j'ai fini un peu, j'ai à peu près fini la partie sur sciences et valeurs. Donc, si vous voulez qu'on discute maintenant, ou si vous voulez poser des questions ou faire des remarques, je pense que c'est le moment. On fera une pause ensuite. Et s'il n'y a pas de questions, oui. Oui, c'est un peu plus qu'une question. C'est dans ma tête, je trouve que vous avez un peu caricaturé les sociologues des sciences pour lesquels ce serait un relativisme absolu, mais ils existent aussi ces idiots-là, il y en a dans la salle. Et Bachelard, je trouve, caricature un petit peu la thèse, l'idée que le couteau porterait la responsabilité du crime, c'est ce que je crois avoir mesuré. Non, il ne le dit pas, il dit que les anthropologues ou les sociologues nous rapportent des coutumes où, c'est-à-dire qu'ils ont observé des peuplades où c'est comme ça que ça se passe. C'est ça qu'il dit, c'est pas sa thèse. Oui, mais... C'est au contraire la thèse qu'il dénonce. Oui, ça j'ai bien compris que c'était la thèse qu'il dénonçait, mais le fait que le couteau porte une responsabilité, on est d'accord que c'est idiot. En revanche, je pense que je ne me comporterai pas de la même façon si j'ai un couteau dans la poche ou si je n'en ai pas, avant même de l'utiliser. Et donc dire que l'objet est neutre, même pour un couteau, puisque là ce que j'aime avec cet exemple, je l'ai développé dans un article, c'est même cet objet qui peut sembler neutre, déjà modifie ma relation à l'autre, parce que si jamais je le fais bousculer, bon, je me sentirais plus sûr de moi, et c'est pas pour les vendre. À la limite, si c'est pas évident, on va remplacer ça par un coup, et ce que ça donne aux États-Unis. Donc, dire que le couteau porte la responsabilité du crime, que ce soit idiot, je suis d'accord avec vous. Pour autant, la responsabilité, même le terme serait un peu compliqué, c'est compliqué, ça se dilue, l'existence de l'objet et de sa généralisation, de sa présence dans la poche de quelqu'un, ça modifie les relations entre les gens. Et donc, sans défendre que le couteau soit responsable, je dirais quand même qu'il est peut-être sage qu'en France, on interdise le port d'un couteau. Bien sûr, mais le couteau, pardon, ça c'est l'angine et la fièvre, mais le couteau, il porte en lui-même toutes les potentialités de ses usages. Il a une espèce de polyvalence intrinsèque. Et l'argument que vous développez, c'est exactement l'argument de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, dès lors que j'ai une bombe atomique, je ne me considère plus, et je ne suis surtout plus considéré par les autres, comme si je n'en avais pas. C'est l'argument.
La dissuasion, c'est retenez-vous. C'est pas retenez-moi où je fais un malheur, c'est retenez-vous où je fais un malheur. Je vais faire juste une remarque. Je suis biologiste et donc j'ai fait de la recherche aussi fondamentale pour moi maintenant. Mais quand je faisais de la recherche, en fait, l'objectif, ce qui motive en fait la recherche, je trouve, c'est un plaisir à découvrir la nature, à chercher, à comprendre des mécanismes. Je ne sais pas si le scientifique au départ il pense vraiment aux conséquences, il est plutôt dans c'est comme un jeu, quoi. Mais c'est ce que dit Bachelard, que le désir de la connaissance, il est premier par rapport à tout ce qui s'ensuit. Le premier but, c'est de comprendre. Mais c'est ambigu, on connaît toutes sortes de chercheurs et leur rapport à ce qu'ils font est très divers. Parce que là, il n'a pas vraiment de responsabilité quand il agit ainsi. Non, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est plutôt incité à innover, à produire de la technologie. Et si vraiment c'était le fait que nous connaissions qui était la valeur suprême, les explications qu'on nous aurait réclamées à propos du boson de Higgs auraient été beaucoup plus riches. Moi, le jour de la découverte, j'ai eu, je sais pas, 25 appels de journalistes. Et sur les 25, il y en a à peu près la moitié qui m'ont demandé « Alors, il paraît que vous avez découvert la particule de Dieu », qui était le surnom de la particule de Higgs. Surnom donné par les Américains à l'issue d'une anecdote assez curieuse. Un physicien qui s'appelle Lederman, prix Nobel, avait voulu convaincre Ronald Reagan de construire un collisionneur pour découvrir le boson de Higgs. Et le titre qu'il a donné à son livre, c'était « The Goddamn Particle », cette sacrée particule. Et l'éditeur a enlevé le dame. Mais The God Particle. Ouais, c'est comme ça que c'est parti. Si je peux faire une deuxième remarque, là, lorsque effectivement il y a comme ça où on mélange un peu la métaphysique avec la science, c'est quand même là une brèche qui est vraiment ouverte pour tout ce qui est manipulation, secte. On voit quand même que là il y a vraiment l'éthique. Il y a un rôle là pour une réflexion éthique. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Quand on a une croyance, on est beaucoup plus mobilisé que quand on a une connaissance. Et les gens qui, par exemple, Internet, il y avait une conférence donnée hier par Gérald Bronner, pas loin d'ici, et Gérald Bronner expliquait que sur le net, les croyances dominent les connaissances. Les gens qui ont des croyances les répandent partout parce qu'ils n'ont que ça à faire. Nous, on ne va pas passer nos journées à expliquer pourquoi la théorie de la relativité est la bonne théorie. Mais les gens qui pensent que la théorie de la relativité est fausse, ils passent leur vie à inonder le net d'arguments de cette sorte. Et vous avez bien vu, pendant la controverse sur le climat, la fausse controverse sur le climat, les climato-sceptiques étaient très peu nombreux, mais ils avaient un temps fou et ils réagissaient à chaque fois qu'une publication venait expliquer les thèses du GIEC. Et ça crée un déséquilibre dans le poids des représentations qui a un effet évident sur l'opinion. Question, j'ai reposé ce on était dans le registre des valeurs. Est-ce qu'on peut considérer par exemple que les avancées scientifiques en termes acquis sur le déchiffrage des états du réel nous donneraient plus de liberté? C'est-à-dire on a abordé souvent d'un point de vue moral la question de la responsabilité. Est-ce que le fait de savoir, d'en connaître davantage, déjà aussi de savoir ce qu'on ne connaît pas, donne plus de liberté? Mais je ne pense pas qu'on puisse donner à la connaissance comme objectif final de nous rendre libres. En revanche, et ça rejoint peut-être cette proposition, elle doit nous désaliéner de nos erreurs. Si le fait de croire des choses fausses est une forme d'aliénation, alors la connaissance amène vers plus de liberté. Et simplement, les connaissances auxquelles nous avons accès aujourd'hui sont, je l'ai dit, très très difficiles à expliquer. Et je pense que le public nous met, nous chercheurs, dans une situation complètement schizophrène. C'est-à-dire que lorsque nous faisons des découvertes qui n'ont pas d'application, nous sommes accusés d'être les danseuses de la République. Et lorsque nous faisons des découvertes qui ont de très nombreuses applications, nous sommes
accusé d'être le bras armé du capitalisme et de fabriquer de nouveaux produits qui vont être la source de nouveaux risques. Et ça se passe au plus haut niveau de l'État, ça. Quand il y a eu la découverte du boson de Higgs, vous avez remarqué que les hommes politiques n'ont absolument pas réagi, pas un commentaire, alors que c'est quand même un triomphe de la science européenne, bon, je passe là-dessus. Simplement, le 20 juillet, il y a eu un article dans Le Monde d'un très vieux monsieur qui a 105 ans, et qui était l'ambassadeur de France au CERN, au moment de la création du CERN dans les années 50. Monsieur de Montrose. Il a écrit un article assez court, dans lequel, avec un enthousiasme de jeune homme, il dit que la découverte du boson de Higgs aura peut-être autant d'applications que la découverte de l'électricité. C'est pas rien. Bon. Du coup, le Premier ministre qui lit cet article se dit, tiens, au CERN, ils ont fait une découverte qui va nous rapporter des points de croissance. Donc j'y vais. Alors, il va au CERN, on est rassemblé en catastrophe pour l'accueillir, on lui fait visiter les détecteurs, il est très impressionné, mais il comprend assez vite que le boson de Higgs a une durée de vie de 10 puissance moins 23 secondes, que c'est pas avec lui qu'on va faire de nouveaux médicaments, que l'énergie qu'il faut dépenser pour en produire un est colossale, que ça ne va donc pas une source d'énergie, etc. Bon, bref, il comprend que c'est une découverte fondamentale, mais qui ne sert à rien. Donc, il est troublé, et on aurait pu lui mentir. On aurait pu dire, par exemple, Monsieur le Premier ministre, on vient de comprendre d'où vient que les particules élémentaires ont une masse non nulle. Autrement dit, si le boson n'existait pas, les particules élémentaires n'auraient pas de masse. On a compris le mécanisme d'engendrement de la masse des particules élémentaires. On ne peut donc pas exclure que bientôt, un ingénieur génial va fabriquer une machine qui va permettre de réduire la masse corporelle des gens et ainsi résoudre un problème de santé publique qui s'appelle l'obésité. Et je pense d'ailleurs qu'on aurait été cru. On aurait fait là une promesse, qui n'engage que ceux qui la croient. Parce qu'en fait, on ne peut pas l'exclure complètement. Bon, voilà. Moi, je pense que la question de la liberté, c'est une question métaphysique. Et donc, le fait de comprendre d'où vient que les particules élémentaires ont une masse, est-ce que ça nous rend plus libres ou pas? Je ne vois pas le lien direct. En revanche, ça vient défaire une association métaphysique qui parcourt toute l'histoire de la philosophie. On nous explique depuis toujours qu'entre la notion de masse et la notion de matière, il y a un lien consubstantiel. On ne voit pas très bien ce que serait une particule de matière qui n'aurait pas de masse. Et on ne voit pas non plus très bien ce que serait de la masse qui ne serait pas incarnée en particules. Donc pour nous, matière et masse, c'est le même truc. Les particules, pensait-on avant, possèdent en propre leur masse. La masse est une propriété qui leur est intrinsèque. Et ce qu'on vient de comprendre, c'est que c'est faux. Les particules élémentaires n'ont pas de masse, mais elles sont freinées dans leur mouvement dans le vide. Elles interagissent avec le vide, et c'est ce frein provoqué par le vide, qui n'est pas vide du coup, qui crée l'impression que nous avons qu'elles ont une masse. Et donc la masse est une propriété secondaire des particules. Je ne sais pas si ça nous rend libres, mais ça nous rend intelligents. Enfin, on a compris un truc. Et c'est un truc qui n'est pas si compliqué à expliquer, dès lors qu'on a un peu de temps. Et en plus, ça permettrait, dans les cours de collège ou de lycée, de faire une discussion entre le professeur de physique et le professeur de philosophie sur le lien entre substance et matière, etc. Ça pourrait donner des discussions absolument passionnantes qui permettraient, disons, un éveil de l'esprit. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ouverture d'esprit, c'est synonyme de fracture du crâne. Bon, moi, je pense que non, on peut s'ouvrir l'esprit sans se fracturer le crâne. De poser la question de la liberté par rapport, et on le voit à travers les interventions depuis avant-hier, par rapport à la complexité. C'est-à-dire comment décider dans ce contexte. Et qu'en sera-t-il aussi de la démocratie? Parce que finalement, on le voit, parce qu'à travers ton discours, il faut savoir
aboutit qui est comme très singulier, très spécifique, qui relève de tout un apprentissage, un tout ensemble de capacités que tout le monde ne partage pas. À un moment donné, c'est savoir un impact sur la vie sociale, sur la vie démocratique, comment on décide, on complète. On voit que les politiques qui sont un peu représentantes des cas de second délai, un certain exercice du pouvoir sont de plus en plus amputés d'être capacité de comprendre les enjeux, ne serait-ce que ce que tu évoques. On voit à travers l'anecdote de la visite du Premier ministre au CERN. Donc la vraie question, c'est comment décider dans le complexe. Tu as rajouté un élément, à mon avis, de déstabilisation de plus, c'est l'Internet. Tout le monde peut avoir le sentiment d'accéder à un savoir sans savoir exactement quoi en faire et quel est le statut de ce savoir par rapport à un certain nombre de validations, de légitimation, comme aussi dans le savoir médical et dans l'accès à l'information. À un moment donné se pose quand même la responsabilité de décider à la fois pour soi et pour les autres. Donc quel type, et ça a été assez bien évoqué hier aussi par Thierry Manière, quel type de gouvernance et comment exercer encore la liberté critique dans un contexte qui est de plus en plus opaque à travers effectivement des informations, puisque et je trouvais que c'était très intéressant, la médiatisation, la réduction à l'instantané de formules, de slogans, de l'information qui peut prendre à plus de profondeur et d'argumentation. Tous ces éléments, de tous les cas, sont contradictoires avec la vie démocratique et on a l'impression que finalement, tout ce qui nous bat, sous une menace, c'est une certaine forme de totalitarisme idéologique. Bon, la question que tu poses, c'est la question la plus difficile et je ne connais pas la réponse à cette question. À ma connaissance, cette question n'a pas de réponse connue. C'est-à-dire, on ne sait pas comment faire pour gouverner l'évolution technologique, au sens où on n'a pas de méthode, de procédure qui permettrait de dire à l'avance quelle part on donne à la discussion générale, quelle part on donne à l'avis des experts, quelle part on donne à la décision politique. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur un protocole, de sorte que ce protocole ayant été respecté, la décision qui en émanera sera acceptée, y compris par ceux qui contestent la décision. Un peu comme pour les élections. On n'est pas tous d'accord avec le résultat du vote, mais on ne le conteste pas parce qu'il a été obtenu selon une méthode sur laquelle on était d'accord. Et c'est l'équivalent de cet accord préalable qu'il faudrait pouvoir définir à propos des technologies. Alors, pourquoi ce n'est pas possible pour l'instant ? La première raison est très profonde, c'est que la science et la technologie ne sont plus enchâssées dans un projet de civilisation. C'est-à-dire, on a quitté l'époque moderne, on est dans la postmodernité, j'y reviendrai dans la deuxième partie de l'exposé. Disait Descartes. Descartes dit il faut être comme maître et possesseur de la nature. Très bien. Mais il faut lire la suite. Pourquoi est-ce qu'il faut être comme maître et possesseur de la nature ? Dit Descartes, pour être libre et heureux. C'est-à-dire la science et la technologie sont des moyens que nous allons utiliser en vue d'une fin transcendante à ces moyens. Le but, c'est le bonheur et la liberté. C'est pas d'avoir de la connaissance et d'être puissant. C'est d'être heureux et libre. Et donc, on a là une situation dans laquelle la science et la technologie sont enchâssées dans un projet de civilisation. Et dès lors que c'est ainsi, toute innovation peut être critiquée ponctuellement, mais elle est le signe concret qu'on est en route vers un futur meilleur. On n'est plus du tout là-dedans. Aujourd'hui, les innovations sont interrogées pour elles-mêmes et non pas à l'aune d'un horizon qu'on aurait configuré à l'avance et qu'elles permettraient d'atteindre. Et donc ça fait que, ça s'est très bien vu dans le débat sur les nanos, dont peut-être vous avez parlé, il y a eu un débat national sur les nanos, qui a duré 6 mois en France, dans toutes les grandes villes universitaires. Comme vous le savez, il a été interrompu par des opposants assez rapidement, donc en fait le débat n'a pas eu lieu. Mais c'était intéressant, en tout cas dans les premières éditions où il y avait un peu de dialogue, de voir que les scientifiques qui étaient à la tribune expliquaient qu'ils essayaient par exemple de faire passer un photon dans un nanotube de carbone. Ils ne voyaient pas en quoi ça allait changer la face du monde. Mais ils percevaient par les réactions du public que cette activité, somme toute très banale, était enchâssée dans un projet métaphysique qui est la révolution de la civilisation. Et le scientifique n'a pas vocation à définir un projet politique, ni même un projet de société. Simplement, la science est mise en porte-à-faux
par le fait qu'elle permet des avancées visibles, que tout le monde voit, dont on perçoit qu'elles vont réaliser un futur différent du présent. Simplement, ce futur n'est pas discuté, n'est même pas identifié, peut-être est imprévisible, et donc elle est source d'angoisse par le fait qu'elle nous mène vers un futur que nous n'avons pas désiré, que nous n'avons pas configuré. Je crois que toi et moi, on est de la même génération. Quand nous étions adolescents, toutes les semaines, nous lisions Spirou, Tintin et Pilote, qui étaient des magazines pour adolescents dans lesquels, chaque semaine, on nous parlait de l'an 2000. L'an 2000 était configuré, représenté, dessiné. On nous expliquait ce qu'on allait manger, comment on allait voyager, travailler, communiquer, etc. C'était parfois faux, d'ailleurs très souvent faux, mais peu importe. On avait une représentation du futur, vis-à-vis de laquelle on pouvait choisir une trajectoire personnelle variée, mais en tout cas, on avait une configuration. Je ne dis pas une représentation, mais on avait une configuration du futur. Qu'est-ce que vous diriez à vos enfants, adolescents, au mien par exemple, à propos de 2050 ? Aucune configuration, aucune représentation. Et même ceux qui tentent de faire de la prospective, ou encore plus faiblement de la perspective, sont ridiculisés. Avec l'idée que les ressorts de la prédiction se sont cassés, parce que la société est devenue liquide, les outils qu'on peut utiliser pour faire de la prédiction sont caduques, que le destin de la société dépend beaucoup plus de la société elle-même que d'autres facteurs, sauf dans certains secteurs comme le climat, l'énergie, où là on peut faire de la prospective et les conclusions auxquelles on arrive sont catastrophiques. Et donc on est dans une situation où le futur s'est absenté du présent. Et la question que tu poses, qui est celle de la responsabilité, je ne vois pas comment la résoudre dans une situation où le futur s'est absenté du présent. Autrement dit, pour que la responsabilité soit vivace, consciente d'elle-même, opératoire, il faut que le futur soit pensé comme présent. Et le fait qu'il ait disparu fait que la responsabilité s'est volatilisée. Et donc l'urgence, me semble-t-il, ça n'est pas du tout de fabriquer des utopies. Parce que l'utopie, Paul Ricoeur a très bien étudié ça sur des exemples historiques, l'utopie, elle désamorce l'action. Elle fait voir un ailleurs sans dire le chemin qui y mène, donc elle se déconnecte de l'expérience et intervient là comme la possibilité d'un autre monde sans qu'on voit comment l'atteindre. Ce qu'il faut plutôt promouvoir, c'est des sortes de projets modestes, mais très bien déterminés, et s'engager dans ces projets de façon responsable. Responsable, c'est-à-dire qu'on suit ces projets, on s'engage à les faire, à corriger s'il faut, mais on s'en tient là, et c'est modeste, mais c'est du coup envisageable. Les idéologies étaient des sortes d'utopies d'une certaine façon. Et on n'a pas trouvé le chemin qui mène aux états qu'elles prétendaient annoncer. Et je trouve que l'intérêt de ces discussions qu'on a ici, c'est qu'elles montrent que ces questions-là, les nouvelles technologies, disons, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'énergie ou ailleurs, sont l'impensé du politique. Elles sont en lévitation intellectuelle. J'en veux pour preuve que pendant le débat sur les nanos, qui, je vous le rappelle, était un débat national, organisé par la Commission nationale du débat public, c'est pas rien, il y a des moyens, 18 villes universitaires, des livres, etc. C'est un débat qui s'est étalé sur une durée de 6 mois, qui avait été décidé par les accords du Grenelle de l'environnement. La CNDP a été saisie par 8 ministères. C'était quand même une grosse affaire, nationale. Et bien, je vous rappelle que pendant ces 6 mois, aucun parti politique ne s'est prononcé sur le sujet des nanotechnologies. Pas un mot. Comme si ce n'était pas une question politique. Alors que vous le savez bien, les nanotechnologies, quoi que nous en fassions, vont davantage changer nos vies
que beaucoup de lois qui sont votées au Parlement. Vous avez remarqué aussi que pendant cette même période se discutait la question du voile. Et il n'y a pas un élu en France qui n'ait dit sur son blog personnel ce qu'il fallait penser du voile. La question du voile, c'est important, mais bon, la loi en question, est-ce qu'elle a vraiment changé nos vies? Autrement dit, tant que ces questions seront en lévitation politique, soit parce que le politique pense que ce n'est pas son affaire, soit parce qu'il se sent incompétent dans ses affaires, la question que tu poses n'aura pas de solution. Et la preuve en est que, à chaque fois qu'il y a des débats sur ces questions-là, ils sont impossibles. Le débat sur les nanos, il y a eu des interruptions par des activistes, des interruptions violentes. Moi, j'étais spectateur à l'un de ces débats, je suis sorti sous une rangée de CRS. Il y a eu un débat sur la biologie synthèse à Paris il y a quelques semaines, qui n'a pas eu lieu, interrompu par des activistes. Il y a eu un débat à Bure à propos du débat public pour l'enfouissement des déchets nucléaires, interrompu. Voilà. Donc c'est bloqué. C'est bloqué. Pour débloquer la situation, il faut répondre à la question que tu poses. Et personnellement, je ne connais pas la recette. C'est pas aux ingénieurs de dire du nucléaire, de dire l'avenir du nucléaire. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent faire, à quoi ils pensent, quels sont les projets qui leur semblent raisonnables, mais c'est pas eux de décider. Alors qui décide? Il faut décider d'une façon qui ne viole pas les lois physiques. Parce que les discours que nous tenons les uns et les autres peuvent tout à fait violer les lois physiques. Par exemple, il y a en ce moment un débat sur la transition énergétique, débat national. J'ai assisté à quelques séances où on viole allègrement les lois physiques. On parle par exemple de production d'énergie. On parle de consommation d'énergie. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un produire de l'énergie? Ça n'existe pas, on n'a jamais fait ça. L'énergie, ça se conserve. D'accord? Donc, la seule chose que vous puissiez faire, c'est prendre de l'énergie là où elle est, ce qui suppose qu'il y en ait, et ensuite, soit la transférer à un autre système, soit changer sa forme. Vous avez de l'énergie, je ne sais pas, thermique, vous avez de l'énergie électrique ou mécanique. C'est tout ce que vous pouvez faire. Dans les discours, on peut produire de l'énergie. Moi, mes voisins, je les ai interrogés, ils pensent que tant qu'il y aura des gens dans le métier de produire de l'énergie, il y aura de l'énergie. Ce qui est faux. Deuxième contre-vérité, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Ce qui est renouvelable, c'est le processus physique que vous utilisez pour faire de l'énergie. Mais une fois qu'elle ne se renouvelle pas, l'énergie. Ce n'est pas l'énergie qui est renouvelable. Deuxième chose, troisième chose, il n'y a pas de consommation d'énergie. Pour la même raison. L'énergie, elle ne peut pas tomber dans le néant, puisqu'elle se conserve. Autrement dit, quand vous prenez par exemple, je sais pas, vous prenez une chute d'eau, l'eau tombe, les molécules d'eau tombent verticalement, elles ont un mouvement ordonné, puis elles tombent dans l'eau qui est en bas, ça disperse les molécules, ça va dans tous les sens. Vous mesurez l'énergie en haut du système. Vous mesurez l'énergie en bas, c'est la même. Simplement, en bas, les molécules vont dans tous les sens. Donc, l'énergie est moins ordonnée qu'en haut. Donc, dans l'opération, vous n'avez pas produit d'énergie, vous n'avez pas consommé d'énergie, vous avez simplement produit ce qu'on appelle de l'entropie. C'est tout. La phrase « consommer de l'énergie » ne veut rien dire en physique. Ou plutôt, ce qu'elle veut dire, c'est « consommer de l'énergie égale produire de l'entropie ». C'est-à-dire vous dégradez la qualité de votre énergie, mais sans changer sa quantité. C'est la qualité qui est dégradée. Et à partir du moment où, dans un débat, vous commencez à faire croire qu'on peut produire de l'énergie, le débat est faussé. Ça part dans tous les sens. De la même façon, quand vous produisez de l'énergie, vous devez utiliser de la matière. Et la quantité de matière qu'il vous faut avoir à disposition
pour produire 1 kWh d'énergie, par exemple, dépend de l'interaction que vous allez utiliser. Alors, je vous pose la question, quelle quantité de matière il vous faut pour produire 1 kWh? 1 kWh, c'est une unité d'énergie qui représente l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 100 à l'heure. C'est aussi l'énergie d'un bon repas. D'ailleurs, votre consommation journalière, c'est 2,4 kWh. C'est 2 repas et demi. Donc 1 kWh, c'est l'énergie d'un bon repas. C'est aussi l'énergie mécanique qu'il faut dépenser pour escalader le Mont Blanc. Et donc la question, c'est quelle quantité de matière il vous faut pour avoir l'équivalent en énergie d'un bon repas? Ben, il y a 4 réponses. Si vous prenez l'interaction gravitationnelle, la chute des corps, c'est quelques dizaines de tonnes. Il faut 10 tonnes d'eau qui tombent de 40 mètres pour faire 1 kWh. Ou bien, si vous prenez l'éolien, qui est une force mécanique, c'est pareil, quelques dizaines de tonnes. Il faut extraire l'énergie cinétique de 20 000 mètres cubes d'air, ça pèse 27 tonnes, à 60 à l'heure pour faire 1 kWh. Donc c'est l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de tonnes. Maintenant, si vous prenez l'énergie, la force électromagnétique pour produire ce kilowattheure, la réponse c'est 1 kg. C'est-à-dire un bon repas, c'est 1 kg. Et la digestion, c'est un processus électromagnétique. Si maintenant vous prenez les interactions nucléaires, ça tombe dans le milligramme. Et si vous prenez même l'interaction nucléaire forte pour la fusion, c'est dans le microgramme. Ça, c'est des données, si vous voulez, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Or, il y a quand même toutes sortes de discours qui vous font croire que la quantité d'énergie qu'on peut extraire d'une quantité de matière est la même, quelle que soit l'interaction qu'on utilise. Ce qui aboutit à des discours séduisants, mais absolument infaisables. Parce que pour le coup, la responsabilité du physicien, ça peut être, quand on parle d'astrophysique, de faire rêver les gens. Ils font diffus cosmologiques, les galaxies, magnifiques. Mais quand il s'agit d'énergie, il s'agit d'empêcher les gens de rêver. C'est-à-dire de leur dire, voilà, vous n'avez pas le droit de produire aujourd'hui des scénarios qui violent ce que nous savons des lois physiques. Vous n'avez pas le droit d'imaginer que dans les années qui viennent, on va découvrir une nouvelle force, une nouvelle source d'énergie, ou je ne sais quoi. On doit être responsable, c'est-à-dire raisonner à partir de ce que nous savons et de ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire, c'est par exemple améliorer les rendements de conversion. Mais je ne pense pas qu'on va trouver de nouvelles sources d'énergie. Et donc, ça rejoint la question que je traitais au début, c'est que nous devons parler de ces choses d'une façon qui rende justice à ce que nous savons. Et croyez-moi, dans les débats publics, c'est pas du tout ça qui se passe. La science. Et ça justifie ou encourage une forme de paresse intellectuelle qui me semble avoir des effets ravageurs. De plus, l'idée selon laquelle la science n'aurait pas de conséquences sur le plan moral n'est vraie que d'un point de vue strictement logique. Et d'ailleurs, c'est le point de vue logique que reprend Einstein dans la citation que j'ai lue tout à l'heure. On ne peut pas déduire une affirmation de type moral à partir d'assertions factuelles. Mais d'un point de vue social, et même d'un point de vue politique ou psychologique, c'est plutôt le contraire qui s'est produit dans l'histoire des idées. Par exemple, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, en Europe, puis un peu partout dans le monde, la science a joué un rôle d'acide dissolvant, qui a dissous progressivement certaines croyances enseignées par les autorités supposées naturelles, qu'il s'agisse du clergé, de la monarchie ou de l'aristocratie. C'est-à-dire que des arguments scientifiques ont défait certains de ces pouvoirs. Et en tout cas, ont ruiné leur légitimité. Et donc, la science, on est bien d'accord, n'énonce pas ce que nous devons penser, mais à propos des choses ou des phénomènes qui relèvent de sa compétence,
Elle nous indique ce que nous ne pouvons plus croire. Et aussi, bien sûr, comment agir sur certains phénomènes. La science dénonce des contre-vérités. Elle nous dit ce que nous ne pouvons plus croire. Et c'est déjà pas mal. C'est même énorme, en fait. Surtout si on tient compte de ce qu'un philosophe que vous connaissez certainement, qui est Maurice Merleau-Ponty, appelait les découvertes philosophiques négatives en provenance de la science. Il parlait surtout de la physique, d'ailleurs. Il parlait des découvertes philosophiques négatives de la physique. Que voulait-il dire par là? Non pas que la science ou la physique avait suffi tellement de pouvoir qu'elle pouvait remplacer la philosophie, ou même répondre aux questions éthiques, mais qu'elle produit régulièrement des résultats expérimentaux, ou bien des résultats théoriques, qui viennent éclairer, modifier, jamais complètement trancher, mais viennent modifier l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Si vous prenez la question du temps, par exemple, qui pendant très longtemps a été considérée comme une question philosophique, tous les grands philosophes ont produit des systèmes à propos de l'espace et du temps, Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger et beaucoup d'autres. Mais de temps en temps, il faut bien se demander de son temps sans nous. Cet homme-là, qui a cette information qui vient de la science, ne pense pas à son rapport à l'univers de la même façon qu'un autre homme qui pense que l'humanité est apparue en même temps que l'univers il y a 6000 ans et que l'homme est apparu tel qu'il est aujourd'hui. Autrement dit, il y a quand même des résultats scientifiques, des connaissances qui nous déplacent symboliquement et peut-être même ontologiquement, ce qui change évidemment notre façon de penser certaines questions liées aux valeurs. Merci beaucoup. C'est donc, c'est pas une objection, mais c'est juste une nuance que j'apporte à ce principe de Hume que rappelle Einstein. La connaissance n'est pas toujours aussi neutre qu'on le pense à propos de la question des valeurs. Il y a un autre argument, c'est que ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle qu'on a vraiment pris conscience qu'il existe une ligne de partage entre science et valeurs, ce qui a d'ailleurs modifié notre rapport à la science. On s'est en quelque sorte dégrisé. On ne croit plus que la science pourrait investir et coloniser toutes les sortes de questionnements. Alors, certains de nos contemporains considèrent que ce dégrisement, plutôt chez certains de nos contemporains, ce dégrisement a pris la forme d'un sentiment de déception, qui était peut-être dû à un malentendu ou à un fol espoir. On avait abusivement chargé la science de tâches morales ou politiques qu'elle est en réalité impuissante à remplir. Dès lors, disent ces personnes, si la science se montre incapable de nous fournir les références dont nous avons besoin, si elle éclaire le vrai mais sans pouvoir lui conférer un sens, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous relativisions ces conquêtes et déplacions ailleurs le champ de nos espérances. Ce que je viens de vous lire là, c'est un extrait d'un courrier de lecteur qui avait été envoyé au Monde, au journal Le Monde, au moment de la révolte des chercheurs il y a quelques années, qui réclamaient plus de moyens, qui réclamaient qu'on les écoute davantage, etc. Et une lectrice avait écrit cette lettre en disant, ben voilà, si votre science est incapable de nous fournir les références dont nous avons besoin, ne vous étonnez pas que nous relativisions ces conquêtes et déplacions ailleurs le camp de nos espérances. Alors évidemment, il faut entendre cet argument, mais je crois aussi qu'il faut s'en méfier, parce que c'est un argument qui peut servir à cautionner l'actuelle marginalisation des savoirs scientifiques. On se dit finalement, la science ne répond qu'aux questions scientifiques, les questions scientifiques ne m'intéressent pas, donc j'ai le droit d'ignorer. Bonjour à tous. Merci à Emmanuel pour son introduction et surtout pour son invitation. J'ai toujours plaisir à le rencontrer et à discuter avec lui de ces questions qui, en effet, sont assez peu présentes dans les laboratoires. Alors, comme il fait un temps automnal, j'ai attrapé une angine et je ne suis pas sûr que ma voix va tenir les 3 heures. C'est pourquoi je vous invite à m'interrompre autant
vous le voulez, et à poser les questions les plus longues et les plus argumentées possibles. Et si possible en fournissant la réponse. Il y a une erreur de transcription du titre dans le programme. Hein. C'est pas le négatif est-il le fondement du meilleur, c'est le négatif est-il le ferment du meilleur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, je vais diviser mon intervention en deux parties. La première, ça sera une interrogation en fait assez naïve sur le lien entre science et valeur. Et puis dans un deuxième temps, je traiterai la question qui fait le titre de cet exposé, c'est-à-dire interroger l'histoire de la notion de progrès, son lien avec le bien, son lien avec le négatif, et je tenterai de définir une sorte de métrique par laquelle on pourrait tenter de mesurer la distance qui nous sépare de l'esprit des Lumières. On se réfère toujours aux Lumières, on se présente comme les héritiers des Lumières, mais ça veut dire quoi et quelle est la distance qui nous relie à cet esprit philosophique si particulier qui est l'esprit des Lumières. Alors donc je commence par interroger le lien entre science et valeur. Et pour ce faire, je vais vous citer un extrait d'une intervention un peu comme celle-ci, dans le même cadre, enfin dans un cadre semblable, qu'Einstein a faite en 1939 à l'université de Princeton. Vous savez qu'il était là-bas en résidence. Et il avait été invité à prendre la parole dans un séminaire de théologie. Alors vous le verrez dans mon exposé, parfois je serai près de mes notes parce qu'il y a des citations que je souhaite vous livrer. Et à d'autres moments, j'improviserai davantage. Alors, je cite cet extrait de l'intervention d'Einstein. « Il est indéniable que les convictions ne peuvent trouver de confirmation plus sûre que celle qui provient de l'expérience et d'une pensée consciente claire. On doit sur ce point donner raison aux rationalistes extrêmes. Mais le point faible de cette conception est que les convictions indispensables pour agir et pour porter des jugements ne peuvent en aucun cas être obtenues par la seule voie scientifique. La méthode scientifique ne peut en effet rien nous apprendre d'autre que la bonne façon de saisir conceptuellement les faits dans leur détermination réciproque. Le désir d'atteindre à une connaissance objective fait partie des choses les plus sublimes dont l'homme soit capable. Mais, et c'est la conclusion d'Einstein, il n'existe aucun chemin qui conduise de la connaissance de ce qui est à celle de ce qui doit être. Bon. Je crois que fin de citation, je crois que c'est cette conclusion que les philosophes appellent le principe de Hume, c'est-à-dire la connaissance de ce qui est n'indique pas la connaissance de ce qui doit être. La physique nucléaire ne nous dit pas ce que nous devons faire de la physique nucléaire. Les mathématiques ne nous disent pas s'il est bien ou pas bien d'étudier les mathématiques. Et donc, ce constat que je vais discuter invite à penser qu'il y a une séparation nette et même une quasi-étanchéité entre la science et les valeurs. Et ce que veut dire Einstein, en fait, c'est que les sciences ne traitent vraiment bien que des questions scientifiques. Et les questions scientifiques représentent une toute petite partie des questions que nous nous posons. Du coup, l'universel que les sciences mettent au jour, l'universel qui est lui-même discuté, j'y reviendrai, l'universel que les sciences mettent au jour est par essence incomplet. C'est-à-dire que cet universel n'aide guère à trancher les questions qui restent en dehors de leur champ, du champ des sciences. Par exemple, la science, en tout cas au premier ordre, ne permet pas de mieux penser l'amour, la liberté, la justice. Elle ne permet pas de mieux penser les valeurs en général, le sens qu'il convient d'accorder à nos vies, à celles des autres. L'universel que produisent les sciences ne définit pas davantage la vie telle que nous devrions la vivre, ni ne renseigne sur le sens d'une existence humaine, ni ne prescrit ce que nous devons faire de ce que nous savons grâce à elle. De telles questions, les questions liées aux valeurs, sont certainement éclairées par la science. Elles sont même modifiées par elle.
Je veux dire par là qu'un homme qui sait que l'humanité n'est apparue dans l'histoire de l'univers qu'il y a 2 millions d'années, alors que l'univers, lui, a au moins 13,8 milliards d'années, c'est-à-dire que la durée où l'homme a été présent représente 1/6900e seulement de la durée totale de l'univers. C'est que l'univers a passé le plus clair. Et si les systèmes qui sont ainsi produits à partir de réflexions philosophiques sont cohérents, compatibles ou pas avec la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple, qui s'est quand même saisi de la question du temps d'une certaine façon, qui a prouvé son efficacité. Et donc si je compare par exemple ce que la théorie de la relativité m'invite à penser du temps à ce que Kant dit du temps, est-ce que ça se touche? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que ça se contredit? Est-ce que l'efficacité de la relativité oblige à rénover la pensée de Kant? Voilà des questions qui sont vraiment intéressantes. Et assez peu traitées, à la vérité, puisque les physiciens ne s'intéressent pas vraiment aux philosophes, et les philosophes trouvent que la physique c'est trop compliqué. Mais si on faisait ce travail correctement, je pense que l'efficacité de la physique, à partir d'une mathématisation du temps, inviterait à réinterroger notre façon de penser le temps dans la vie courante, et peut-être même à critiquer les expressions langagières que nous utilisons pour le dire. Mais comme ce travail n'est pas fait, on a l'impression qu'on a deux champs complètement séparés. Mais au fond, ils ne le sont pas tant que ça. C'est un effet d'optique. D'ailleurs, j'étais personnellement assez choqué que cette année, le programme de l'agrégation de philosophie pour le concours interne, c'est le temps. Le temps, voilà. Et quand on lit la bibliographie qui est réclamée pour les candidats, qui va servir de référence pour l'examen des copies, il y a tous les auteurs que j'ai cités, et il n'y a pas un seul physicien. Il n'y a même pas Einstein. C'est quand même incroyable. Il n'y a même pas de livre de cosmologie. Et donc, alors l'argument qu'on m'a renvoyé, c'est si on met de la science dans les copies de philosophie, les personnes qui vont corriger les copies étant incompétentes ne pourront pas corriger les copies. Et donc on entretient, si vous voulez, cette séparation. On a bien conscience qu'elle est illégitime, mais on l'entretient pour des raisons pratiques. Alors pour le coup, je ne trouve pas que ce soit très éthique. Bon. Alors, un petit mot quand même sur les rapports entre sciences et société de ce point de vue-là, sur lesquels je reviendrai. Vous avez tous noté que pendant très longtemps, le prestige de la science a tenu au fait qu'on lui conférait le pouvoir symbolique de proposer un point de vue surplombant sur le monde. Elle était assise sur un refuge neutre, haut placé, elle était assez sûre d'elle-même, elle semblait se déployer à la fois au cœur du réel